Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer le chapitre 3 sur les statistiques descriptives à une variable. Alors pourquoi je précise statistiques descriptives? Parce que nous verrons au S4 des statistiques un peu plus poussées qu'on appelle statistiques inférentielles. Donc là pour ce premier semestre, on va juste se concentrer sur les statistiques descriptives. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la statistique descriptive, ça permet de décrire, d'analyser un ensemble de données et ça va ça va revenir à faire la chose suivante. On va faire une étude statistique, on va poser grosso modo une question à un certain nombre de personnes. Et du coup, on va définir ce nombre de personnes en définissant la population, les individus et les critères d'observation. Je définirai ça dans quelques minutes. Puis, on va collecter et dépouiller les réponses aux questions, donc les informations. On va faire des représentations graphiques et on va faire une étude mathématique, c'est-à-dire on va faire une analyse quantifiée en calculant certains paramètres dont les noms devraient vous parler, je pense. Donc c'est parti pour d'abord vocabulaire de base et types de variables. Alors je préviens un peu, je suis désolé pour une chose, ça va pas être la vidéo la plus marrante, ni le chronomètre le plus marrant que vous allez suivre dans votre vie, je pense, parce que là, on va commencer par définir du vocabulaire en lien avec les statistiques, parce que si vous ne connaissez pas ce vocabulaire, vous n'allez pas trop comprendre la suite. Donc ça va pas être très intéressant au départ, ça va être surtout des définitions, mais il faut passer par là, je m'en excuse à l'avance. Autre remarque, vous n'aurez pas ici de vidéo annexe pour les exemples, parce que nous, les stats, on va les faire sur Excel. Et du coup, quand on va faire des TP sur Excel pour les statistiques, là, je vais vous faire directement les manipulations sur Excel dans les différents exemples. Je vous les ferai directement dans cette vidéo. Et je vous invite à bien retenir les astuces, les formules que je vais vous mettre. Et sachez que les fichiers Excel que je vais faire, vous aurez un fichier Excel avec tous les exemples de ce chapitre qui sera mis sur Claroline. Donc tout ceci étant dit, tout ce travail préparatoire étant dit, c'est parti, on va pouvoir commencer maintenant vraiment ce chapitre. Donc, d'abord un peu de vocabulaire général. Qu'est-ce qu'on appelle un individu? C'est un élément sur lequel porte l'étude statistique. Je vous rappelle le point de départ, donc grosso modo, on va poser une question, on va faire un sondage, un certain nombre de personnes, et justement chaque personne va appeler ça un individu. La population, qu'on note P majuscule, c'est l'ensemble des individus, donc c'est-à-dire tous les gens à qui on pose la question. La taille de la population, qu'on note grand N, c'est le nombre d'individus, et on note la notation suivante, N égale la sorte de valeur absolue, les barres qui sont là, ça veut dire le cardinal de P, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans P. Donc, chaque individu de la population va être observé à travers des caractéristiques, caractères ou indicateurs qu'on appelle variables. Donc, grosso modo, la variable, ça va être la réponse à la question posée. On va noter dans la variable les réponses aux questions posées pour chaque individu. Remarque, hein, en général, donc il y a beaucoup de vocabulaire comme je vous l'ai dit, mais là, pour le coup, je pense que c'est du vocabulaire qui est assez intuitif. Donc, individu, population, taille de la population, je pense que c'est assez intuitif sur à quoi ça correspond. Donc par hypothèse, la population est un ensemble qui va être fini, forcément, je ne peux pas poser une question à une infinité de personnes, non vide. Pourquoi non vide? Parce qu'il faut bien que je pose la question à au moins une personne, pour que ça ait un intérêt. Et donc, n, la taille de la population, est dans n étoiles, donc c'est positif, mais c'est différent de 0. Donc en pratique, on va souvent désigner les individus par des nombres, par souci d'anonymat par exemple. Et donc on va parler de l'individu U, au lieu de dire l'individu lambda, enfin de parler de monsieur machin ou de monsieur bidule, on va appeler les individus par des noms, donc là je vais l'appeler U, et du coup dans ce cas-là, la population va le noter comme l'ensemble 1 à n. Donc 1 c'est l'individu 1, 2 l'individu 2, etc. jusqu'à l'individu n qui est la taille totale de ma population. Et on désignera alors par x parenthèse u la valeur prise par la variable pour l'individu u. Autrement dit, x parenthèse u, c'est la réponse de l'individu u à la question que j'ai posée dans mon sondage. Un exemple, si on considère une note d'un groupe de TD à l'examen final, la population sera quoi? La population, ce sera le groupe de TD. Un individu, ça sera un étudiant donné, un étudiant du groupe, et la variable, ça sera la note qu'il a eue à l'examen final. Si on veut étudier les accidents d'avion, par exemple, la population, ça sera l'ensemble des accidents d'avion sur une période donnée. Un individu, ça sera un accident donné. Et un exemple de variable pourrait être, par exemple, le modèle de l'avion. Donc, lorsque la population est trop importante, on peut être amené à faire porter l'étude statistique sur seulement une partie de la population, qu'on appelle dans ce cas-là un échantillon. Alors ça ne va pas être dans l'objet de notre cours, donc tout ce qui est échantillonnage et faire des échantillons, ça peut être l'objet de notre cours, mais je vous en parle comme ça juste rapidement pour que vous ayez ça en tête, que des fois, si la population est trop grande, on va prendre juste un échantillon. Un exemple concret, dans la vie courante, quand il y a des sondages avant des élections, on ne va pas poser la question à chaque Français pour qui il va voter, parce que ça serait trop compliqué. Du coup, on va juste prendre un échantillon de la population et on va poser la question pour qui vous allez voter à cet échantillon de population. Mais donc, ce n'est pas l'objet de ce cours ici. Ce que je viens de vous dire ici, ce qui vient d'apparaître ici. Donc ici, on va considérer à chaque fois que l'étude statistique va porter sur la population complète dans tous les exemples qui vont suivre. Donc voilà, on va avoir deux types de variables. Commençons par voir les variables qualitatives, et ensuite on verra les variables quantitatives. Donc une variable est appelée qualitative lorsque les réponses possibles à la question posée, ou qu'on peut appeler aussi également valeur prise par la variable, ne correspondent pas à une quantité mesurable.
c'est-à-dire par un nombre, pardon, mais à partir d'un groupe de catégories. Autrement dit, par exemple tout à l'heure, les accidents d'avion, on ne peut pas dire que la réponse à la question posée, qui était le modèle de l'avion, est un nombre, ça va être un modèle. Ou bien si je vous demande la couleur de vos yeux, pareil, c'est pas un nombre, ça va être une couleur justement. Donc dans ce cas-là, on a des variables qu'on appelle qualitatives. On les appelle, dans ce cas-là, donc les réponses, on va les appeler modalités de la variable. Je dis tout de suite que les variables qualitatives ne vont pas nous intéresser dans ce chapitre, dans ce cours. Je vous en parle rapidement pour que vous sachiez que ça existe, mais on ne va pas trop se concentrer dessus dans ce cours. Donc un exemple, plusieurs exemples d'ailleurs de variables qualitatives, donc le sexe, homme ou femme, la couleur des yeux, donc ça peut être marron, vert, bleu, la mention au bac, assez bien, bien, très bien, donc la fréquence d'une activité, jamais, rarement, donc tout ça, la réponse n'est pas un nombre, n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, et du coup, quand on fait ce genre de sondage, on a ce qu'on appelle des variables qui sont donc qualitatives. Donc on distingue malgré tout deux types de variables qualitatives, les nominales, où il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes modalités, par exemple, yeux bleus, yeux marrons, yeux verts, il n'y a pas de raison qu'on en mette qu'on favorise un par rapport aux autres. Et donc exemple, voilà, sexe, couleur des yeux, ou les variables qualitatives ordinales, où les modalités peuvent être ordonnées de matière naturelle, comme par exemple la mention au bac, la fréquence d'une activité. Donc la mention au bac, on peut très facilement classer par mention de la moins bonne à la meilleure. Fréquence d'une activité, on peut faire de jamais au plus souvent. Donc là, on peut donner un ordre malgré tout, mais sur une variable qualitative. Donc, une remarque, du coup, certaines variables nominales peuvent être désignées par un code numérique qui n'a pas valeur de quantité. Donc, par exemple, des fois, le code postal, donc le code postal, c'est un nombre, mais pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Ou bien des fois, quand vous cochez certains formulaires, des fois, pour désigner un garçon ou une fille, vous mettez 1 pour garçon, 2 pour fille, ça n'a aucune valeur d'un point de vue numérique. Maintenant, passons aux variables quantitatives, qui est le cœur de ce chapitre. C'est ça qui va nous intéresser le plus dans ce chapitre. Donc, les variables appelées quantitatives lorsque les réponses posées à la question posée, ou les valeurs prises par la variable, correspondent à des quantités mesurables et sont données sous forme de nombre. Donc là, la réponse va être un nombre, et un nombre qui a un sens, qui a vraiment un sens par rapport à la question posée. Regardons, donc on distingue les variables quantitatives discrètes. Donc, elles prennent des valeurs dans un ensemble discret le plus souvent fini. Et exemple, le nombre d'enfants à la pointure du pied, et les variables quantitatives continues qui peuvent prendre toutes les valeurs d'un intervalle réel. Donc, quelle est la différence entre, donc, exemple, taille des individus, une note, un examen. C'est quoi, grosso modo, la différence entre les deux? Alors, nous, ici, comme à chaque fois, on va avoir considéré une population en entier. Enfin, quoique non, je vais vous dire un truc qui était un peu erroné, mais je reprends ma phrase. Nous, ici, on aura tout le temps un nombre fini de valeurs possibles, parce qu'on va prendre une population finie. Qu'est-ce qui va différencier quand on est dans le cas discret ou dans le cas continu? Si j'ai plusieurs fois une même valeur qui revient, dans ce cas-là, je vais considérer plutôt une variable discrète, parce qu'en faisant cette étude, je vais avoir un truc de plus précis, et je vais faire des graphiques qui ressembleront à quelque chose. Par contre, si, quand je fais ma question, je n'ai jamais, ou presque jamais, deux fois la même réponse à une question, et ben dans ce cas-là, je peux plutôt considérer une variable qui est continue, parce que sinon, si je ne fais pas ce choix-là, mes graphiques ne seront pas du tout lisibles et ressembleront à rien. J'en dirai un peu plus quand je vous parlerai des graphiques et du type de graphique qu'on va considérer quand on va faire des statistiques descriptives. Donc, quelques remarques. Donc là, je peux être vu et traité comme une variable quantitative discrète ou continue suivant la précision qu'on choisit et le nombre de valeurs qu'il prend sur la population. Par exemple, si je fais un sondage uniquement auprès de vous, DUT Gym, et que je vous demande votre âge, je pourrais très clairement prendre l'âge comme une variable qui va être quantitative discrète, parce que j'aurai a priori très peu de valeurs différentes, on va dire entre 17 et 23 ou 25, on va vraiment grossir le trait. Par contre, si je demande ça à toute la population française, les réponses vont aller de 0 à 100, je ne sais pas quelle est la doyenne en France ou le doyen, on va dire de 0 à 120 ans. Donc là, j'aurai 120 valeurs différentes, et si je les prends telles quelles, ça va être sans doute illisible. Donc je vais plutôt faire un regroupement en classe, c'est-à-dire par exemple, allez, on va dire les moins de 10 ans, entre 10 et 18, entre 18 et 30, bon, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'âge, en fonction de ma population, une même valeur peut être considérée comme discrète ou comme continue. Donc ça dépend vraiment, comme je vous l'ai dit avant, de est-ce que j'ai beaucoup de fois le même nombre de valeurs qui revient souvent ou pas. Il peut également exister des variables basées sur l'âge qui sont qualitatives. Par exemple, si dans un sondage, je vous montre plutôt votre tranche d'âge, dans ce cas-là, ce que je vais vous dire là, si la réponse est moins de 25 ans, entre 25 et 40, 40, 60, plus de 60 ans, on peut voir la variable tranche d'âge comme une variable qualitative ordinale. Sachant que j'aurais aussi très bien pu, si je pose la question telle quelle, c'est clairement du qualitatif. Je peux également poser la question juste quel est votre âge, comme je vous l'ai dit avant, et après faire ce qu'on appelle un regroupement en classe, regrouper plus tard, et pour en faire une variable qui va être quantitative et continue. Donc, comme je vous l'ai dit avant, dans tout ce cours, on va se concentrer uniquement sur une variable quantitative. Pourquoi sont ces variables qui nous intéressent? Parce que comme on va avoir des nombres comme résultat, on va faire des calculs, ce qu'on appelle des moyennes, des variances. J'en dirai plus tout à l'heure, plus tard dans ce cours. Donc,
deuxième partie, maintenant qu'on a vu beaucoup de vocabulaire, on a encore du vocabulaire, on n'en a pas fini, mais on va avoir une première chose, premier type de représentation, donc on va avoir des variables, on va faire des tableaux, on va faire des études statistiques, on va faire des tableaux, et tracer des représentations graphiques pour essayer de voir justement comment exprimer facilement, avoir facilement une idée sur la réponse à la question qu'on a posée pendant notre sondage. Donc, en fonction d'une variable quantitative discrète ou continue, ce ne sera pas les mêmes tableaux, pas les mêmes représentations graphiques, du coup il y a deux sous-sections, et commençons par voir ce qui se passe quand on a une variable qui est discrète. On considère ici une population de taille n, pour laquelle on étudie une certaine variable grand X, qui prend un nombre fini de valeurs x1, xk. Donc j'ai n éléments dans ma population, mais je suppose que j'ai eu moins de réponses, j'ai eu k réponses, je vous l'ai dit, hein. Si j'avais eu n réponses différentes, j'aurais plutôt considéré une variable qui serait continue plutôt que discrète. Donc là je suppose que j'ai eu k valeurs différentes, avec k qui va être plutôt petit par rapport à n. On va prendre donc un i, un élément entre 1 et k, ça veut dire pour désigner soit x1, soit x2, etc. jusqu'à xk. Et aux définitions, donc on va appeler n indice i, donc n indice i, le nombre d'individus pour lesquels la valeur prise par la variable est xi, et on va appeler l'effectif, ce nombre n indice i associé à la valeur xi. Donc ça correspond à quoi? Vous avez posé une question, l'effectif de xi, c'est le nombre de gens qui ont répondu xi à votre question. On va considérer aussi ce qu'on appelle la fréquence, qu'on a été f indice i, qui vaut donc votre effectif n indice i divisé par l'effectif total n. On a quelques propriétés qui sont assez évidentes. La somme des ni vaut n, forcément, hein. Vu que tout le monde a répondu à mon sondage, il faut bien que le nombre de réponses, qui correspond à la somme des ni, soit égal au nombre total de ma population, donc grand N. Et du coup, grâce à ça, la somme des FI vaut 1. Parce que si vous regardez, quand vous faites la somme des FI, ça fait la somme des ni sur un grand N, donc ça fait grand N sur grand N, donc 1. Donc c'est assez intuitif ici. Donc vous devez savoir tout le temps que quand vous faites la somme de vos effectifs, vous devez trouver l'effectif total, autrement dit la taille de la population, et qu'on fait la somme de vos fréquences, vous devez trouver 1. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez sans doute fait une erreur quelque part. Donc c'est bien d'avoir ce genre d'astuce en fait. Et du coup, une fréquence, de par la définition qui est là, c'est forcément associé entre 0 et 1, toujours. Donc si ce n'est pas entre 0 et 1, c'est que vous êtes trompé quelque part. Autre définition. Donc je considère toujours i entre 1 et k, donc pour désigner une réponse possible. On va considérer dans un premier temps ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. On verra aussi après l'effectif cumulé décroissant. Donc jusqu'à la modalité xi, notée nu indice i, donc respectivement nutil, est la somme des effectifs de valeurs x1 à xi. Ou bien, si vous pouvez faire le décroissant, de xi à xk. C'est-à-dire, donc l'effectif cumulé croissant, c'est la somme des i premiers effectifs. L'effectif cumulé décroissant, c'est la somme, je pars jusqu'à i, et à partir de i, je prends tous les effectifs après i. La fréquence cumulée croissante ou décroissante, ça va être la même chose. Au lieu de considérer les effectifs, on va considérer les fréquences. Et pour le coup, donc la fréquence cumulée croissante d'indice i, je prends la somme de mes i premières fréquences. La fréquence cumulée décroissante d'indice i, je prends à partir de la ième fréquence, je somme toutes celles qui viennent après. Nous, l'effectif cumulé croissant, on ne va pas trop en parler. Ce qui va nous intéresser, c'est plus les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. C'est plus ça qui va nous intéresser ici. Donc, en général, on va résumer les données statistiques dans un tableau type qui va ressembler à ce qu'on a ici. Donc, on va mettre en première ligne les valeurs possibles pour x, donc les différentes réponses que je vais à mon sondage. On va considérer les effectifs en dessous, les fréquences cumulées croissantes, fréquences cumulées décroissantes. Prenons un exemple et voyons justement qu'on va déjà commencer à voir comment on fait pour obtenir ce genre de tableau. Donc ici, on a posé une question à un certain nombre d'étudiants, on a fait une enquête pour savoir dans une université, combien les étudiants avaient d'ordinateurs par foyer. Donc on dit d'ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau ou tablettes de faux sens large. Donc on a eu le résultat suivant. Comment on lit ça? On a 300 étudiants qui ont 0 ordinateur, 876 qui en ont 1, 1233 qui en ont 2, etc. etc. La population ici, c'est l'ensemble des étudiants de l'université. La variable, c'est le nombre d'ordinateurs. Et l'individu, je ne l'ai pas écrit. Tiens, l'individu, ça va être un étudiant pris dans l'université. Ici, notre variable elle est bien quantitative discrète parce que par rapport à 3774 étudiants, je n'ai eu que 6 réponses différentes. Donc, je vais bien considérer un cas discret. On va voir tout de suite comment on va faire pour obtenir le tableau qui était demandé avant. Donc du coup, hop, donc là c'est l'exemple avec le nombre d'ordinateurs. On va le mettre ici. Exemple avec les ordinateurs. Donc les effectifs, on les a ici. Je vais le mettre en grand. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va reprendre les données qu'on a là. Donc nous, ce qu'on veut, ce qu'on va vouloir voir apparaître, c'est quoi? Ça va être notre variable quantique, les valeurs possibles. Ça va être l'effectif NI, noté comme ça, N indice I. Ça va être les fréquences cumulées croissantes. Fréquences cumulées croissantes, que je noterai par la suite F, C, C. Du coup, les fréquences cumulées décroissantes, que je vais noter F, C, D.
Et voilà ce qui nous intéressait dans un premier temps ici. Et j'ai oublié, pardon, les fréquences, donc du coup, hop, j'ai bien sûr oublié les fréquences, je vais insérer une ligne, j'ai oublié de mettre les fréquences. La fréquence, entre parenthèses, F indice. Très bien, on va mettre ça comme ça. Comment est-ce que je vais faire pour remplir mon tableau? Alors les valeurs possibles et les effectifs, pour le coup, je les ai ici. Donc je vais juste faire un copier-coller ici, que je vais mettre à cet endroit-là. Tac. Donc j'ai bien les valeurs possibles et les effectifs qui correspondent. Je rajoute une case totale qui va être intéressante. Donc total. Hop, qui va me permettre d'avoir, donc déjà, comment je fais pour avoir le total, l'effectif total. Donc sur Excel, première formule à retenir, pour avoir le total, le total c'est la somme d'ici de ces effectifs. Du coup, je vais écrire dans la case qui m'intéresse, égale, somme. J'ouvre la parenthèse et je vais écrire ici, prendre toute la ligne, avec un cliquer glisser, qui m'intéresse. Du coup, ici, j'ai l'effectif total qui est de 3774. Comment je vais faire pour trouver la fréquence? Mon but, c'est d'avoir une formule, d'écrire un nombre le plus petit possible de formules, et après d'étirer mes formules. Je vais vous montrer ce que je veux dire par étirer les formules. Du coup, comment je vais faire? Ici, je vais faire égal. C'est quoi la fréquence? On va dire que c'est l'effectif correspondant. Donc, la fréquence de 0, ça va être l'effectif de 0 qui est ici. Donc, je clique. Divisé par, hop, ici, l'effectif total. Alors, je vais écrire ça, même si ça ne va pas être bon, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Là, si j'étends ma formule, donc pour étendre une formule, je prends ici le coin qui est là, et je l'étends vers la droite. Là, vous voyez que ça met une erreur, ça met division par 0. Pourquoi? Regardons ce qui se passe. Ici, il m'a fait C7, qui est ici, divisé par I7. Ça ne va pas marcher, en fait. En fait, le problème, c'est qu'il a décalé mon total, qui, lui, ne doit pas bouger. Comment je fais pour dire à Excel que je ne veux pas que cette colonne ici, cette case ici, I7 ne bouge pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, je vais mettre des dollars. Je vais mettre $1 devant le I et $1 devant le 7. Le dollar devant le I, il protège quand je vais étirer ma formule vers la droite. Le dollar devant le 7, il va protéger quand je vais étirer ma formule vers le bas. D'ailleurs, du coup, le dollar devant le 7, il ne marche pas, je ne vais pas le mettre. Donc quand je mets comme ça dollar devant I devant le 7, je protège ma case de tous les côtés. Je mets le dollar que devant le I, je vais la protéger juste en allant de ce côté-là. Et du coup, bien sûr, I7, ce n'est pas la bonne, je vais reprendre. C'est dollar ici, ce qui est ici. C'est dollar. Donc c'était bien sûr cette case-là, excusez-moi. Et je vais reprendre d'ailleurs, je vais reprendre dès la première case, je vais faire ce qu'il faut, donc c'est ici. Donc c'est à cet endroit-là qu'il fallait que je me reprenne. Et je vais donc mettre le dollar devant le H, ce qui signifie que quand je vais étendre, ça va protéger ma formule quand j'étends vers la droite. Et par contre, en descendant, ça ne l'aurait pas protégé parce que j'ai mis le dollar que devant le H. Si j'avais voulu le protéger dans les deux sens, il faudrait que je mette un dollar aussi devant le 7. Donc j'observe que ici, j'ai calculé mes fréquences. Comment vérifier que j'ai juste? Je vais faire la somme ici de mes fréquences, ça va me donner 1. En fait, il suffit que j'étende ma somme qui est là, et quand j'étends la formule, ça va faire la somme de la ligne du dessous que j'avais ici. Donc là, j'ai trouvé mes fréquences. Je vais maintenant faire un tableau plus propre, tant qu'à faire. Donc pour faire le tableau plus propre, je vais faire ici, et je vais mettre le quadrillage, je mets toutes les bordures. Ça sera un peu plus propre comme ça. Comment j'obtiens ici ma fréquence cumulée croissante? Alors la fréquence cumulée croissante, c'est la somme des fréquences précédentes. Pour le coup, pour la première fréquence cumulée croissante, c'est égal, du coup, à la première fréquence. J'ai rien de spécial à faire. Pour avoir les autres fréquences cumulées croissantes, comment ça va fonctionner? En fait, c'est la somme des deux qui sont là. Ce que je vais faire, je vais faire égal, et attention, alors je vais devoir écrire une bêtise, comme tout à l'heure. Je vais prendre égal cette fréquence, plus la fréquence qui est ici. Je vais faire entrer. Je vais étendre. Quand je vais étendre, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas être juste. D'ailleurs, si vous réfléchissez, la fréquence cumulée croissante, la dernière, c'est la somme de toutes les fréquences, du coup, ça va donner 1. Là, comme j'ai pas 1, je sais que je me suis trompé. Pourquoi? Mettons-nous ici, par exemple, là, j'ai pris la somme de ces deux fréquences. Autrement dit, j'ai oublié celle-ci. Comment remédier à ce problème et faire tout en un minimum de formules? Je vais me remettre ici. Et au lieu de faire la case bleue puis la case rouge, la case bleue qui est ici, je vais la retirer. C'est pas celle-là que je vais prendre. Je vais prendre plutôt celle qui est ici, qui dans un premier temps est la même valeur. J'ai bien la même valeur ici, à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et regarde ce qui se passe si j'étends ma formule. Si j'étends ma formule, là, je viens trouver ce qu'il faut. Je viens trouver 1. Pourquoi? Regardons ce qui se passe. Là, quand j'ai étendu ma formule, j'ai pris la case bleue qui est là, plus la case rouge qui est ici. Et cette case bleue, comment je l'ai obtenue? En faisant la somme de ces deux-là. Autrement dit, je n'ai perdu aucune information en faisant cela. Donc voilà comment calculer les fréquences cumulées croissantes en faisant un minimum de formules. Pour les fréquences cumulées décroissantes, c'est pareil, où je fais la somme des dernières fréquences. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la fin ce coup-ci. Je vais partir de ici, égal, et je vais prendre la dernière fréquence. La dernière fréquence, c'est celle-ci. Donc je fais entrer. Et pour ici, je vais faire égal. Et je vais prendre la fréquence cumulée décroissante précédente que je vais calculer, c'est-à-dire celle-ci, plus la fréquence qui correspondrait à la donnée qui est ici, c'est-à-dire celle-là. Donc attention à ne pas vous tromper, il faut bien prendre la ligne avec les fréquences et non pas avec les fréquences cumulées croissantes. Du coup, je vais prendre ceci ici, hop, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais étendre, je prends toujours le point qui est ici à droite, et je vais étendre vers la gauche.
j'obtiens bien 1, du coup c'est plutôt bon signe, après je ne me suis pas trompé. Donc voilà comment avec Excel obtenir ce tableau quand on a des variables qui vont être discrètes et qui étaient déjà regroupées, où j'avais déjà le travail qui avait été fait, c'est-à-dire que dans mes données, j'avais déjà l'effectif correspondant à chaque valeur qui était prise. Je n'avais pas les données brutes. Donc poursuivons maintenant le cours. Je remets en grand écran. Voilà. Donc voilà comment ça se passe pour les variables quantitatives discrètes pour obtenir ce genre de tableau. Pour obtenir maintenant des graphiques. Donc regardons comment on fait pour obtenir par exemple des diagrammes en bâton. Donc pour faire un diagramme en bâton, l'idée, on va le faire avec Excel, mais c'est bien de comprendre comment ça fonctionne pour vérifier qu'Excel ne fait pas des bêtises, c'est tracer un repère formé de deux axes gradués orthogonaux. Sur l'axe des abscisses, je vais mettre les valeurs prises par variable, et sur l'axe des ordonnées, je vais mettre les effectifs ou les fréquences, ça dépend ce qui m'intéresse, donc qui correspondent aux valeurs que j'ai trouvées. Et ce qu'on appelle diagramme en bâton, ça va être la courbe joignant les sommets des bâtons, donc là ça va être le diagramme en bâton, et après je vais relier mes bâtons en ayant fait ça. Et on va voir autre chose aussi, si j'ai la courbe qui joint les sommets de mes bâtons, on appelle ça le polygone des fréquences absolues, si j'ai pris des effectifs, ou des fréquences relatives, si j'ai pris les fréquences. Donc on va revenir sur le tableau Excel précédent, et on va voir comment on fait pour obtenir les polygones qui sont ici. Alors, dans cet exemple, ce tableau-là, pardon. Du coup, comment je vais faire pour obtenir les diagrammes en bâton? Alors, on va faire ici, on va le faire sur une table à part, ou on peut le faire ici, mais ça ne va pas être trop gênant. De quoi je vais avoir besoin? Alors, je vais avoir besoin de mes effectifs. Alors, ici, ça dépend si je vais faire par rapport aux effectifs aux fréquences, ou faisons par rapport aux effectifs, la méthode, ça va être strictement la même. Je vais avoir besoin de mes effectifs et de mes X. Je vais faire en deux étapes. Je vais d'abord considérer uniquement ici les effectifs. Alors, je vais la mettre à part. Vous voyez bien ce que je fais, mais je n'étais pas obligé de la mettre à part ici. Donc je considère la ligne avec les effectifs ici, et je vais aller ici dans Insertion, qui est ici, et je vais faire, dans Insertion, laissez-moi le retrouver, ici, Graphique. Je vais faire ici Graphique, je vais faire un histogramme 2D qui est ici. Donc voilà, dans un premier temps, ce que j'obtiens. C'est pas ça que je voulais décaler, pardon, je vais laisser où il était. Je vais décaler, c'est ma barre qui est ici. Et donc là, j'ai ici les bâtons qui correspondent aux valeurs prises par mes effectifs qui sont là. Première chose qu'il faut que je change, ça va être ici les étiquettes qui sont en dessous. Ce ne sont pas les bonnes parce que ça va de 1 à 6. Alors moi, les valeurs elles vont de 0 à 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici un clic droit sur mon graphique et je vais faire sélectionner les données. Dans sélectionner les données, ce que je vais changer, c'est les étiquettes de l'axe horizontal, les étiquettes des abscisses. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, ici, pour l'étiquette de l'axe, je vais cliquer sur Modifier et je vais sélectionner la plage qui est là, qui va de 0 à 5. Quand je vais faire ceci, ça va bien me donner, regardez, OK, j'ai directement 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond. On va faire d'autres choses. Quelle est l'autre chose qu'on va faire? L'autre chose qu'on va faire, c'est que ici, les barres qu'on a là, elles ne correspondent pas, et on n'est pas satisfait avec, parce que sinon, un diagramme en bâton, ça doit être un bâton. Donc, je vais faire ici un double clic droit sur un de mes axes. Donc, je vais faire un double clic droit, double clic droit, c'est bien ça. Et je vais faire ici, largeur de l'intervalle, je vais le mettre à 0. Là, c'est pas ce que je veux, plutôt l'inverse, pardon. Je vais le mettre ici à 500, pour mettre les bâtons les plus petits possibles. On n'arrivera pas avec Excel à avoir vraiment un trait, un bâton. On met le bâton le plus petit possible pour que ça ressemble à un diagramme en bâton. Qu'est-ce qu'on va changer ensuite dans ce graphique? Le titre du graphique, c'est pas le bon. Ici, c'est quoi? C'est histogramme, nombre d'ordinateurs. Histogramme. On veut histogramme des effectifs. Pour bien on a en tête, on a les effectifs. Et nombre d'ordinateurs, est-ce qu'on va le mettre? Ce qu'on va rajouter ici. Donc pour rajouter, je peux faire avec le plus qui est là. Si je veux rajouter des titres aux axes, donc je peux le mettre là et mettre titre ici. Ou bien j'aurais pu aller dans d'autres endroits en allant dans la zone graphique. Vous pouvez aussi, en vous promenant par là, ajouter un élément graphique, des choses comme ça, trouver plein de choses. Je vous laisserai un petit peu vous balader un peu, découvrir, mais là, le plus rapide, c'est de faire ici avec titre des axes. Donc, titre des axes, on va les changer. Je mettrai ici titre de l'axe, là, c'est le nombre d'ordinateurs. Nombre d'ordinateurs par foyer. Un nombre. Et là, je vais mettre, par exemple, ici, je vais mettre l'effectif. Et là, vous avez construit votre diagramme en bâton. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de diagramme en bâton? C'est pas très grave de laisser comme ça. Je vais vous demander à chaque fois en TP, c'est de mettre tous vos graphiques sur une grande page. Donc, comment je vais faire cette chose-là? Je vais faire ici un double clic. Donc, vous faites un double clic. Alors, attention, pardon, pas un double clic, un clic droit. Je me reprends, un clic droit. Il ne faut pas le faire à cet endroit-là, dans l'endroit central de votre graphique, sinon vous n'allez pas avoir les mêmes options. Vous le faites en zone blanche de votre graphique, donc une zone où il n'y a pas ce rectangle qui est ici. Vous faites ici dans une zone vide de votre graphique. Vous allez faire déplacer les graphiques. Et quand vous allez faire déplacer les graphiques, vous allez mettre sur une nouvelle feuille. Et du coup, on va l'appeler graphe 1, donc c'est l'histogramme des effectifs. On va lui donner un nom. À la nouvelle feuille.
Et quand vous faites OK, vous allez voir qu'il va vous ouvrir votre graphique en grand sur une page à côté. Il va mettre en plus directement tous les outils graphiques ici. Donc ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire mettre un titre rosa, vous aurez pu le faire à l'étape, vous aurez pu le faire que maintenant si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez que j'ai mon graphique avec mon diagramme en bâton. Comment j'aurais fait les polygones des fréquences? Bah tiens, là j'ai fait le diagramme des effectifs, je vais faire les polygones des fréquences pour changer un peu. Donc revenons dans les données, je vais mettre, hop, je vais décaler, mettre ici les données. Revenons dans les données, et du coup, pour faire l'histogramme, le polygone des fréquences, je vais prendre ici des fréquences. Alors attention, là si je fais un, bon tiens on va le faire, si je fais un CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il m'a copié les formules. Donc moi ce que je vais faire, c'est un clic droit, je vais faire ici option de collage, je vais faire copier uniquement les valeurs. Donc quand je fais copier uniquement les valeurs, il ne va copier que les valeurs et non pas les formules. J'aurais pu prendre directement la ligne qui était là, d'ailleurs en fait, en vrai ça aurait été plus propre, ça vous aurait permis, si jamais vous modifiez une valeur, que ça soit modifié directement dans le graphique, mais j'ai préféré vous le faire comme ça en 2 étapes, juste pour, enfin vous le séparez, juste pour que vous voyez bien, que ce soit plus visuel. Mais en vrai, c'est plus propre de faire directement avec les données que vous avez dans vos tableaux là, parce que comme ça, si un jour une donnée est changée, elle sera également automatiquement changée dans votre graphique. Du coup, regardons. Comment on va faire ceci? Donc on va sélectionner ici la ligne qui est là. Le début c'est le même, donc je sélectionne ma ligne, je fais insertion, je vais ici graphique et je vais faire ici, alors je peux faire, bon, non pas directement ça, on va faire ici courbe et on va faire, hop, voilà, ici courbe en reliant les points. Alors on peut faire apparaître les points pour vraiment faire apparaître les sommets, faisons celle-ci, celle-ci ça marcherait bien, mais celle-ci est un peu plus propre pour faire apparaître les points. Donc vous voyez, vous faites courbe avec marqueur et là ça vous fait apparaître uniquement, au lieu d'avoir les diagrammes, vous avez ici uniquement les sommets de chaque bâton, de l'histogramme précédent, et vous avez les sommets qui sont reliés par des arêtes. Du coup, on va s'y reprendre. D'ailleurs, j'ai écrit histogramme, je l'ai fait une petite ici, excusez-moi, c'est diagramme en bâton. L'histogramme sera pour les variables continues. Je reviendrai après dessus. Je vais le faire dès maintenant. Donc, c'est pas histogramme, excusez-moi, c'est diagramme en bâton. J'ai fait une petite conclusion. Diagramme en bâton des effectifs. Bon, et puis là, on va changer de titre aussi. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bon, on va faire dès maintenant, tiens, les outils d'avant, c'est-à-dire déplacer le graphique dans une nouvelle feuille. Et là, ici, c'est le polygone. Bon, je suis pas en train de faire attention aux accents, ils ont des accents un peu partout. Moi, j'ai des bons fréquences, d'ailleurs. Hop. Dans une nouvelle feuille, polygone des fréquences. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le titre du graphique, c'est le polygone des fréquences. Hop. Ensuite, bon, une faute de frappe, c'est pas grave. Je vous laisserai corriger, c'est pas ça le plus important. Bon, soyons rigoureux. Polygone des fréquences ici. Qu'est-ce qui me manque ici? Bah, il manque encore l'étiquette des axes. Là, je vais le changer. Là, je ne vais pas de 1 à 5, mais de 0 à 6. Du coup, je peux le faire de là. Je vais faire ici sélectionner les données, modifier ici l'axe d'étiquette horizontale. Donc là, il me remet ici. Je reviens aux données. Et ce que je veux, c'est ici les étiquettes qui sont là. Donc je lui mets OK. Là, il m'a changé les étiquettes comme il faut. Il faut que je rajoute dans le titre aux axes. Le titre des axes, je le mets ici. Donc, le titre de l'axe, c'est nombre d'ordinateurs par foyer. Par foyer, et on va mettre ici fréquence. Évidemment, je fais beaucoup de frappe, fréquence. Voilà. Et voilà comment obtenir les polygones des fréquences. Donc, retenez bien toutes ces manips, c'est ça que vous devrez faire quand on fera les TP sur Excel. Revenons ici à notre chapitre, donc c'est terminé quand on fait les diagrammes en bâton, et pour le coup, c'est terminé cette partie sur les variables quantitatives discrètes. On va s'arrêter là pour cette première partie de mon chapitre pour qu'on ne dépasse pas l'heure d'amphi, vous avez bien le temps de prendre la note. Donc ça termine cette première partie, et vous aurez la suite dans une prochaine vidéo pour un prochain cours.